Vous voyez ici, c'est notre cher Lamartine avec ses chiens. Alors, probablement que Lamartine peut sortir après 8 heures avec ses chiens pour réfléchir à la poésie et braver le couvre-feu. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme, soit pour certaines personnes une révision, un rappel, soit pour d'autres personnes un peu une nouveauté, mais ça va nous permettre de commencer au même endroit. Oh shit, here we go again. Ben, avant d'essayer de trouver une définition de la poésie, ben, quel mot on utilise pour parler de la poésie? Fait que la première chose qu'on va utiliser, c'est un vers. C'est la ligne d'un poème, peu importe la longueur ou la structure. Fait que si on regarde le poème Cage d'oiseau de Hector Saint-Denis Garneau, je suis une cage d'oiseau, c'est un vers. Une cage d'eau, c'est un autre vers. Avec un oiseau, encore un autre vers. Je suis une cage d'oiseau. Une cage d'eau avec un oiseau. Donc, il n'y a pas de longueur minimum, il n'y a pas de longueur maximum, il n'y a pas de verbe complément, verbe conjugué, sujet, une ligne de mots. C'est visuel, c'est une ligne, c'est un vers. Ensuite, on va avoir les strophes. Les strophes sont des regroupements de vers, donc peu importe le nombre de vers. Donc, si je dis « Je suis une cage d'oiseau, une cage d'eau avec un oiseau », ben, ces trois vers-là forment une strophe. L'oiseau dans ma cage d'eau, c'est la mort qui fait son nid. Bon, c'est pas super hop la vie, mais c'est pas grave. L'oiseau dans ma cage d'eau, c'est la mort qui fait son nid. Fait que bref, il peut y avoir différents types de strophes. Pensez à un strophe comme un paragraphe. Vous savez, c'est quoi un paragraphe? Ça, c'est des mots qui sont rassemblés ensemble, qui sont séparés des autres. Ben, une strophe, c'est un paragraphe de poésie. Et puis, il y a différents types de strophes. Vous avez des strophes de 3 vers, qu'on appelle un tercet. Vous avez des strophes de 4 vers, qu'on appelle des quatrains. Il y en a pour des 5, des 6, des 7 vers. Il y a tout un vocabulaire qu'on ne va pas développer, mais rappelez-vous, il y a certaines spécificités dont on peut parler comme des quatrains ou des tercets. J'avais une joke avec... c'est quoi déjà la joke? Oh, il y en a pour des 5, des 6, des 7, des 8 vers. Alouette. Alouette, une cage d'oiseau, alouette. On va couper ça. Le deuxième mot qu'on peut employer pour parler de poésie, c'est un pied. Un pied, c'est une syllabe. Une syllabe, c'est quoi? C'est un son qui est prononcé d'un seul souffle. C'est une émission de voix. C'est un son qu'on dit d'une shot. Je suis tellement bon en français, je dis des mots en anglais. Fait que bref, un pied, c'est une syllabe. Bonjour, c'est 2 syllabes. En poésie, on dirait 2 pieds. Salut, salut, 2 syllabes. En poésie, 2 pieds. Je sais pas pourquoi, il y a des mots qui existent déjà. Paragraphe, mais en poésie, c'est strophe. On a syllabe, mais en poésie, c'est pieds. Ben, encore une fois, en poésie, on va tout avoir un système de vocabulaire et de nomenclature pour nommer certains types de vers. Par exemple, un vers de 8 pieds, on va appeler ça un octosyllabe. Octo 8 syllabes. Bon ben, souffle, son émis. Par exemple, je ne crains pas les coups du sort, par Germain Nouveau. C'est un octosyllabe. Je ne crains pas les coups du sort. Vous avez aussi des vers de 12 pieds qu'on appelle des alexandrins. Par exemple, tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Un vers, un alexandrin célèbre de Racine qui écrit des tragédies au XVIIe siècle. Donc l'alexandrin, je fais une parenthèse parce que c'est vraiment la forme qui a été privilégiée en français pendant longtemps. Quand on écrivait de la poésie, souvent au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était des alexandrins. C'était, selon l'époque, la façon de mieux faire sonner le français. C'était le rythme approprié pour la beauté de la langue française. Écrire avec 12 pieds, 12 syllabes. Ce qui fait que vous avez des pièces de théâtre écrites par Racine qui sont complètement en alexandrin, du début à la fin. Chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, c'est un alexandrin. Seigneur, depuis 6 mois, je l'évite et je l'aime. Je venais en tremblant vous le dire à vous-même. Quoi? De votre erreur, rien ne vous peut tirer. Par quel affreux serment faut-il vous rassurer? Que la terre, le ciel, que toute la nature... Toujours laisser les rangs en recours au parjure. Cesse! Cesse et m'épargne un importun discours.
ça crée une espèce de rythme qui devient naturel, mais je crois qu'aujourd'hui, ça serait très complexe. Hein, c'est quasiment un puzzle, un casse-tête de mettre le bon nombre de syllabes, après ça de faire sonner, de mettre des rimes, puis de mettre de la beauté, puis des métaphores. Donc c'est vraiment un style qu'on n'utilise plus vraiment, mais qui a longtemps été la norme. Un poème qui n'était pas en alexandrin au 17e, qu'est-ce que c'était? C'était une aberration. Donc vraiment, un classique français, l'alexandrin. Tu dois être gelé si tu viens d'Alexandrie. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Toujours quoi qu'il fasse un méchant écrivain. Ensuite, on a différents types de rimes. Vous avez les rimes suivies, ou qu'on peut aussi appeler des fois des rimes plates, qui sont AABB. Donc deux rimes du même son, suivies de deux autres rimes différentes d'un autre son. Ici, on a Boileau, hein, grand auteur du 17e, qui dit « Sans la langue en un mot, l'auteur le plus divin, est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Travaillez à loisir quelques ordres qui vous pressent, et vous piquez point d'une folle vitesse, presse. » Oh, ouais, je me suis fourré dans ma prononciation. Travaillez à loisir quelques ordres qui vous pressent, et vous piquez point d'une folle vitesse. Fait que bref, alexandrin, Boileau était quelqu'un qui était une espèce de critique d'art ou un appréciateur de l'art, et il a écrit ce qu'on appelle un art poétique. Donc une espèce de conseil, hein, ou de règles poétiques, et tout ça est écrit en alexandrin. Regardez, est toujours quoi qu'il fasse un méchant écrivain. Ça, c'est notre monsieur Boileau, toujours en alexandrin. Vous voyez les rimes AABB. Ensuite, vous avez les rimes croisées. Donc, plutôt que faire AABB, on va dire ABAB. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit, que l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Donc, j'ai soupir, respire, embaumé, aimer. Ce sont des méditations poétiques de Lamartine, et vous voyez, je les ai croisées. Hein, je les ai faites A, B, A, B. Donc, c'est un autre type de rime. Vous voyez ici, c'est notre cher Lamartine avec ses chiens. Alors, probablement que Lamartine peut sortir après 8 heures avec ses chiens pour réfléchir à la poésie et braver le couvre-feu. Et ici, vous avez les rimes embrassées. Donc, encore deux rimes différentes, mais plutôt que AABB ou ABAB, on va dire ABBA. On va faire une espèce de petit... on va entourer certaines rimes d'autres rimes. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. Voici Verlaine, le poète Verlaine, qui nous dit un peu aussi comment bien écrire. Et vous voyez ici la rime ouin, donc point et joint, qui va entourer, englober les rimes méprise et grise. Donc c'est comme un mélange de rimes. Où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre... Maintenant, le côté un peu plus théorique. Comment définir la poésie? Qu'est-ce que la poésie? C'est quelque chose qui est très difficile, puis c'est une question à laquelle il y a plusieurs réponses. Si je fais un gros résumé, si je fais un résumé là, du 16, 17, 18e siècle, là, avant qu'on rentre dans le 19e, et puis là, je tiens à m'excuser à tous les professeurs que j'ai eus, parce que je peux pas résumer la poésie de 4 siècles en une diapositive, mais je vais le faire pareil. Mais comment résumer la poésie? La poésie a souvent été un idéal de beauté. Comme l'alexandrin, justement, qui était à l'époque choisi pour représenter la beauté de la langue française, ben, la poésie servait uniquement à représenter ce que l'on trouvait beau. Mais c'est très subjectif, la beauté, je veux dire, c'est quelque chose qui évolue, mais il y avait des règles pour encadrer cette beauté-là. Donc, la poésie, ce qu'on appelle la poésie classique ou traditionnelle, on pourrait la résumer justement avec des éléments du beau. Souvent, le beau, c'était la nature apaisante, la nature qui était forte, mais la nature, l'environnement, l'amour, justement de la femme, de l'homme, mais l'amour qui était encadré, l'amour qui était pur, l'amour qui était joli, pas un amour qui était déstabilisant ou un amour qui pouvait être désagréable. On était dans le positif, on était dans des formes qui étaient nobles, qui étaient pures. Et cette noblesse, cette beauté
Et cet équilibre se reflétait dans des règles. Donc, alexandrin, tercet, il y avait un ordre qui était nécessaire, il y avait un nombre de pieds qui était nécessaire. Donc, c'était une beauté, oui, mais une beauté qui était régie, encadrée et réglementée. Donc, s'il y a des mots clés à retenir pour ce qu'on appelle une poésie classique, c'est un idéal de beauté, quelque chose qu'on cherche à atteindre, et on va essayer de l'atteindre justement avec des règles précises qui vont libérer la beauté d'une langue. C'est quand même bien dit. L'exemple ultime, okay, de ces règles-là pour régir la beauté, pour montrer la beauté de la poésie classique, c'est ce qu'on pourrait appeler le sonnet. Il y a différents types de sonnets. Il y a des sonnets qui sont anglophones, anglais avec certaines règles, il y a un sonnet plus classique. Ici, je vous montre un peu le sonnet classique français, donc c'est une forme qui est extrêmement codée. Il y a des règles précises à respecter. Donc, ce sonnet ici, de Ronsard, on va avoir deux quatrains. Premier quatrain avec des rimes embrassées, A, B, B, A. Deuxième quatrain également avec des rimes A, B, B, A. Ensuite, un sonnet termine par deux tercets. Donc, deux strophes de 3 vers, et non seulement avoir des rimes, des tercets, donc oui, 3 vers, mais avec des rimes C, C, D, on introduit 2 nouvelles rimes, et dans le dernier tercet, on va reprendre une des rimes, et après ça, on va remettre 2 autres rimes. Fait que bref, il y a différentes formes de tercets, mais juste regardez le nombre de choses à calculer. Tout ça en alexandrin, donc seulement des vers de 12 pieds, ensuite des quatrains, ensuite des tercets, et dans les quatrains, des sons à mettre au bon endroit avec des ordres à respecter. Donc imaginez, puis à travers tout ça, il ne faut pas juste écrire des niaiseries, il faut écrire quelque chose qui est beau, quelque chose qui sonne bien, quelque chose qui veut dire quelque chose. Donc c'est vraiment un défi esthétique, puis un défi formel. C'est pas parce qu'on sait quoi faire que c'est facile à faire. Donc il y avait une forme de, je dirais pas liberté, parce que vous voyez que c'est encadré, mais il y a une forme de création dans ces règles-là. Il y avait une forme de créativité, mais qui était retenue dans des règles précises. Fait que c'est un peu paradoxal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des sonnets. C'est la forme un peu, l'aboutissement de tous ces codes-là, de toutes ces règles-là à respecter. Je pense que j'ai fini. Ah, ben oui, c'est fini.